Il suffit de parler très près du micro, d'accord? Voilà, prenez donc place. Alors, Giovanni Bozzi, qui sont en train de prendre place, c'est le basketball. Il est actuellement directeur donc, des services sportifs de la province de Liège. Plusieurs titres de champion de Belgique avec les Spirou. Il a travaillé aussi à Liège, du temps où ce club tutoyait les grands, existait. Ancien joueur à Pépinster. Giovanni Bozzi, eh ben voilà, c'est une figure que l'on connaît, sans oublier aussi l'équipe nationale, il vous en parlera mieux que moi. Paul Noël, alors Paul Noël, non seulement c'était un grand athlète, pas dans les sports co, hein, mais alors avec une raquette ou sur une piste d'athlétisme, il était exceptionnel. Il a fait une carrière assez particulière, en commençant d'ailleurs par être plusieurs fois champion d'Europe avec des clubs allemands, il va vous détailler ça. Et puis, ces pérégrinations l'ont amené aussi à rester pas mal de temps dans une province perdue que je ne vais pas essayer de prononcer. Bon, Jidotsev, je sais le faire, mais Tchatchakawan, je ne sais pas. Et là aussi, il y a tout un parcours de vie il a été aussi, en passant, l'entraîneur de Jean-Michel Sèvres quand il était dans le creux de la vague. Anne Radermacher, eh bien, aujourd'hui s'occupe d'un gîte et de ses petits-enfants, mais c'est surtout consacré au sport de haut niveau dans le football, notamment avec sa copine Aline Zeller, donc elle a aussi un parcours exceptionnel. Alors Carlos, eh bien, c'est également un préparateur physique qui a eu la chance de travailler avec Guy Namurois, de faire ses premières armes et puis de passer par d'autres choses, bien entendu. Voilà, ce sont... Alors c'est frustrant parce que ici j'en vois dans la salle qui pourraient être là à leur place, ayant plus ou encore autant de mérite. Je pense notamment à Eric, mais comme on a organisé 5 fois le colloque Guy Namurois, ben vous avez eu le temps de découvrir Eric. Enfin, on n'a jamais découvert Eric, mais voilà, il y a plein d'autres choses, d'autres personnes intéressantes ici. On va peut-être donner la parole peut-être d'abord à Paul, parce que comme ça je pourrais le couper parce qu'il a tendance à être long. Voilà. Les dames d'abord cette fois-ci. Bon, Giova, tu peux y aller puisque tu es politique, toi. Vas-y. Vas-y, Jo. Et donc, la relation entre ces études d'éducation physique qui t'ont amené quand même à être le meilleur entraîneur de l'année plusieurs fois et un coach parmi les plus grands, presque en Europe, puisque tu as même failli aller en Italie, dont tu n'as pas oublié les racines. Non, je n'ai pas oublié les racines. Maintenant, la relation avec l'éducation physique, je pense que c'est d'abord avant tout beaucoup de rencontres. Des rencontres parce que finalement, moi, j'ai construit toute ma carrière professionnelle sur justement des rencontres. Je vais faire d'abord une petite parenthèse en essayant d'être malgré tout très court. Quand j'ai commencé à faire du basket à 12 ans, j'ai tout de suite eu un idole. C'était mon instituteur, ou plus exactement mon professeur qui me donnait le cours de gymnastique. C'est lui d'ailleurs qui m'a amené au basket. Donc très vite derrière ça, je buvais du petit lait à l'écouter et automatiquement je me suis dit moi je deviendrai comme lui plus tard. Je me souviens pour la petite anecdote tout de suite à 12 ans, on avait un entraînement qui était le mercredi. Je crois qu'après 15 jours, on se retrouvait le samedi matin sur la place, ici plus bas à Ougré, et je donnais l'entraînement qu'on avait reçu le mercredi, c'est moi qui le donnais avec des vieux ballons. Et donc tout ça a fait que très vite je savais ce que je voulais faire parce que c'était plus qu'une passion, c'était toute ma vie. Et donc je crois que la première des choses, j'ai retrouvé déjà ce côté relationnel, ce côté approche humaine qui m'a permis justement de construire finalement ma philosophie de coach.
coach basé sur des relations humaines. Et ça a été parce que vous savez, quand on est entraîneur de haut niveau, pas qu'on me prenne pour un vieux con nostalgique quand je dis ça, mais la première des choses, c'est de construire autour de ça une équipe autour de l'équipe. Bon, c'est vrai qu'on a cité, je le vois là au bord, ça a été ça la deuxième approche, ça a été vraiment de construire humainement quelque chose. Et donc, c'est ce qu'on a toujours essayé de tisser, finalement, des rencontres au niveau de l'éducation physique, des rencontres qui ont fait construire quelque chose de fort. Après, oui, c'est sûr que à ce niveau-là, on parle d'approche technique, on parle d'approche physique, on parle d'approche mentale, d'approche stratégique. Mais la première des choses, c'est de construire. Alors oui, j'entends des titres, c'est vrai, mais bon, je ne les ai pas eus tout seul, puisqu'on est dans un sport collectif. Et la deuxième chose que souvent, maintenant, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à oublier, peut-être la chose essentielle, c'est que quand après on oriente ça vers le sport de haut niveau, c'est que la clé du succès, l'entraîneur, le coach, le préparateur physique, il participe certainement un petit peu, mais la clé c'est toujours quand même l'athlète qui le possède, quoi. Et ça, je pense que de nos jours, une fois, arrêtez de me prendre pour un vieux con nostalgique, mais je pense qu'on a souvent tendance à l'oublier, parce que c'est eux qui décident finalement si les choses vont avancer ou pas, même si on peut simplement les orienter, un peu les aider, quoi. Voilà un peu ce que j'ai retenu dans toute cette approche de vie. Alors Anne Radermacher, je ne vais plus leur laisser le choix, elle vient du judo et puis elle a atterri dans le football. En parallèle avec son métier de professeur d'éducation physique, elle a commencé presque comme tout le monde en étant déléguée médicale, on disait dégueulée à l'époque. Donc Anne, trace-nous un petit peu en quelques traits ce choix et cet aboutissement par rapport au plus haut niveau de football en Belgique. Bon alors j'ai donc, comme il vient de dire, j'ai fait délégué médical pendant 5 ans, une horreur dans ma vie. Très vite je suis parti, j'ai trouvé une place dans l'enseignement et je suis arrivé tout de suite dans une école professionnelle. Donc donner cours à des petites coiffeuses, des petites esthéticiennes. Je me dis à quoi ça sert de faire des études universitaires pour donner des steps aérobiques, les motiver à bouger. Et puis, un petit club m'a demandé pour faire la préparation physique dans un club de tennis de table. C'était une équipe qui montait en national. Donc je me suis dit, là, je vais commencer un petit peu à regarder dans mes cours de physiologie. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi on avait des cours tellement poussés à l'université de Liège. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait pendant 15 ans de la préparation physique en tennis de table chez les sélectionnés provinciaux. Et dans le même chemin, j'ai eu la possibilité d'entrer au Standard grâce à Guy Namurois. Et là, vraiment, je me suis dit, maintenant c'est fini tes petites bougeotteries avec les coiffeuses et les esthéticiennes, et ça devient vraiment maintenant du sérieux. Donc je me suis replongé dans... Tu rigoles ? Je me suis replongé dans les cours de physiologie. J'ai pu découvrir les cours de Boris Djibov, machin. Et franchement, des cours qui sont super bien faits. Donc je me suis dit maintenant au Standard c'est du sérieux et je me suis donc lancé là-dedans pendant 15 ans. Donc la journée j'étais à l'école et le soir j'étais au Standard. Donc au niveau de la vie familiale c'est très compliqué. Dans le sport féminin, il n'y a pas d'argent. Donc, pourquoi est-ce que je suis resté si longtemps au Standard? C'est par passion. Parce que je pense que quand on fait des études d'éducation physique, c'est beaucoup la passion. Enfin, je ne sais pas si Carlos va me contredire, mais on ne gagne pas d'argent quand on fait des cours du soir dans des clubs de haut niveau, du moins féminin. T'es pas d'accord, Leva? Je parle du sport féminin.
s'il y en a un qui gagne sa vie dans le sport de haut niveau féminin, mais qui lève sa main. Non, des personnes. Donc voilà. Je passe la main À Paul. Voilà, Paul avec, comme je l'ai dit aussi, en tant qu'entraîneur, des titres européens et un parcours de globe-trotter. On t'écoute, Paul. Ben voilà, moi j'ai commencé... Près du micro, Paul, parce qu'on m'entend pas. Oui, voilà, on m'entend. Oui. Voilà, moi je suis tombé dans l'éducation physique grâce à mon grand frère Philippe, paix à son âme, où j'ai suivi, je suis arrivé, et c'était simplement pour devenir prof de génie. C'était les perspectives. On est sorti, j'étais avec Anne, j'étais avec Giovanni, et pendant les études, j'ai eu la particularité d'être à la fois champion universitaire de tennis de table, et une fois j'ai couru à 100 mètres. Ma première course, j'ai fait deuxième en 10 secondes 9, et puis j'ai été champion universitaire sur 50 et 100 mètres, donc j'avais un peu une double casquette, plus une préparation physique forte avec Guillaume Muroy, avec Georges Chalmont, avec Jacques Ibard ici présent, passé sur les mains d'Éric, ici pour le stretching et tout ça. Et comme beaucoup, j'ai commencé comme prof de gym, on ne trouvait pas. Puis j'ai été dégueulé médical aussi pendant 3 mois. Et quand on m'a viré, 15 jours après, je suis parti à ma première compétition de tennis de table à Budapest en tant que coach dans l'équipe nationale ici. Voilà. J'ai également la particularité où j'ai joué avec Jean-Michel Sèvres. En 83, Jean-Mi avait 13 ans. J'étais premier joueur du club. Il est arrivé et lui a supplanté directement. Donc après, on a eu une... comme on ne trouvait plus d'emploi ici, je suis parti au Canada 3 mois. J'avais connu des Canadiens au championnat du monde universitaire. Et là, je suis parti 3 mois pour apprendre l'anglais. Je suis revenu et de fil en aiguille, comme je cherchais dans le tennis de table, quelqu'un est venu me proposer une place comme entraîneur dans un club à Jülich, en Bundesliga allemande. Et à l'époque, c'était la panacée du tennis de table dans le monde. C'était la plus conçue. J'ai eu de la chance. Première année, j'ai gagné la Coupe d'Europe. Je me suis dit, j'ai eu de la chance. La deuxième année, on a encore fait finale. Je ne savais pas pourquoi. Troisième année, j'ai été engagé pour gagner la Coupe d'Europe des clubs champions avec les dames, qui appartenait à un club hongrois depuis 17 ans. J'ai gagné 2 fois de suite. Mon problème à l'époque, c'était, je savais que j'avais fait quelque chose de bien, mais je ne savais pas quoi. Donc, puis après, ça a continué, et le tennis de table, c'est au départ. J'ai entraîné l'équipe nationale des Pays-Bas. J'ai été l'entraîneur professionnel, l'entraîneur attitré de Jean-Michel quand il était dans le Creux de Lava de 89 à 90. Non, de 99 à 2000, pardon, avant... avant 2000, c'était quoi? C'est Sydney. Sydney, ouais, voilà. C'était Sydney. Et puis en même temps, j'ai été entraîneur au Grand-Duché de Luxembourg, puis j'ai eu une grande période de creux dans ma vie, avec chômage, avec divorce, avec beaucoup de problèmes, et ça m'a permis de rebondir. Et en 2011, je suis parti comme directeur technique au Canada, pour la province de la Saskatchewan. Donc, c'est un peu au milieu de nulle part, et actuellement là-bas il doit faire moins 37, moins 38 degrés. J'ai un record à moins 50. On restait pas longtemps à l'extérieur. Et vous faites pipi à l'intérieur. Du pantalon. Ça ne se pas, ça gêne. C'est l'avantage. Donc voilà, et je suis revenu avec, il y a 3 ans, après 10 ans de pérénégration, entre autres, comme Philippe a dit que j'étais un globe-trotteur. En 88, je suis parti au tournoi comme coach de Jean-Mi et Thierry Cabrera à Moscou. Et 2 ans après, j'ai été marié à une traductrice russe. Donc je me suis marié dans l'ex-Union soviétique, dans le Caucase. Donc j'ai un peu différent.
Maintenant, au niveau, je vais dire éducation physique, ce que je voulais vous dire, c'est comme on avait dit qu'on avait une formation qui était très riche. Et qu'on avait eu avec le professeur Fallis qui nous avait dit, c'était, nous étions sa dernière fournée, vous avez une formation très large et c'est à vous de créer votre spécialité. Voilà. Mais soyez fiers des études que vous faites ici. Voilà. Un beau mot. Et Carlos, le plus jeune de l'Assemblée, tout est relatif. Le dernier à avoir reçu, enfin avec sa cohorte, comme il dit, un titre en éducation physique, puisque ça a été remplacé par sciences de la motricité. C'est ça que tu voulais dire. On t'écoute, Carlos. Bon, bien le bonjour à tous, et puis tout d'abord merci aux organisateurs, et peut-être plus particulièrement M. Eric Schnitzer, pour le mal qu'il se donne pour nous rassembler et trouver une table et un panel d'intervenants relativement large. Et puis alors l'éducation physique, peut-être commencer aussi la raison pour laquelle je suis arrivé à l'éducation physique, parce que étant jeune sportif également, je pratiquais le triathlon. J'allais passer des évaluations physiologiques dans un institut au bord de Meuse, Malvaux, que tout le monde connaît. Et puis, mon entraîneur recevait les résultats. Et quelques mois après, j'étais meilleur grâce à notamment ce qu'il mettait en place sur base de ces résultats. Et donc, je me suis dit que moi, ça, j'aimerais bien en faire mon métier. C'était un entraîneur qui était évidemment bénévole, comme beaucoup d'entraîneurs, et heureusement que ça existe. Et donc j'ai commencé à réfléchir et à savoir un petit peu voir quelles étaient les possibilités pour éventuellement en faire un métier. Et il va de soi que finalement je suis tombé sur la licence en éducation physique, étant donné que nous sommes les seuls professionnels de l'activité physique, quelque part, quand nous sommes dans un staff, que ce soit médical, paramédical élargi, ou voire même sportif, ou même dans des clubs sportifs. Et donc, je voulais soit faire de la physiologie, soit faire de l'entraînement, soit faire de la préparation physique, et au final, je fais un petit peu de tout. J'ai évidemment rencontré des personnes au bon moment, sans spécialement le provoquer. Je me suis un petit peu fait remarquer en physiologie, parce qu'évidemment, j'avais cet attrait, donc le professeur Bury m'a convié à travailler pour lui. J'aimais bien le mouvement et donc je suis allé travailler dans un service ô combien important de l'Université de Liège, de Reiki, et j'ai rencontré Madame Anne Delvaux, qui m'a dit tiens, il faudrait que tu ailles travailler à Tel Fitness, on nous en parlera probablement tout à l'heure. Et puis moi, la salle de musculation, c'était évidemment hors de question. Et puis elle me dit oui, mais ce n'est pas la salle de musculation, et puis je vais travailler là, et puis je rencontre Philippe Cuisillet, Guina Muroy, et finalement, la boucle est bouclée, quoi. Et donc, je suis devenu un peu préparateur physique, un peu assistant en physiologie. Et puis maintenant, je boucle la boucle. J'enseigne dans le supérieur. Je fais toujours de l'évaluation dans un service de physiologie. Et puis, je fais de la préparation physique, non pas par passion, certes dans le sport féminin, mais où je suis d'accord de travailler autant d'heures pour le montant que l'on m'offre. Parce qu'il va de soi que mes parents ne m'ont pas payé des études universitaires et les coûts annexes pour que je fasse une passion gratuitement parce que j'aime ça. C'est un sport professionnel, elles sont payées, je dois être payé pour les faire performer. Ça évolue. Et donc si on ne me paye pas, je n'y vais pas et je vais rouler en vélo avec mes gamins. Voilà. Je ne suis pas passionné d'âme, mais je gère également un gym. Voilà, alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle à une personne ou en général? Vous voyez que ça vous offre beaucoup de perspectives, mais en même temps, il ne faut pas vous leurrer. Coach professionnel ou préparateur physique, c'est encore compliqué d'en vivre pleinement, parce que même les meilleurs ont des difficultés à le faire. Alors, on vous écoute, vous êtes là les jeunes, n'ayez pas de crainte. Les anciens, vous n'en avez pas, donc si vous avez des questions, levez la main, on a encore quelques minutes. Monsieur Ardouin. Une question à Giovanni. Est-ce qu'il peut nous parler de sa carrière actuelle? Oui, je peux en parler.
Même si quand je suis arrivé ici, juste pour la petite anecdote, on m'a déjà dit 2 fois, voilà le planqué, donc je vais dire ce que je fais maintenant, et je vais surtout dire que je suis très fier de le faire, et surtout dire que je ne suis pas un planqué. Donc je vais un peu l'expliquer très rapidement. Donc après ma carrière professionnelle, où j'avais eu un peu le sentiment d'avoir fait un peu le tour, j'ai eu l'opportunité, je dis bien l'opportunité de rentrer comme directeur des sports à la province de Liège. Et je peux vous garantir une chose, c'est que au service des sports de la province de Liège, on parle bien sûr de grands événements internationaux. Quand on a la chance d'organiser tout simplement Liège-Bastogne-Liège ou la Flèche Wallonne, je pense que c'est quelque chose de super, d'abord de super valorisant, et là aussi pas mal de rencontres humaines très intéressantes. La deuxième approche, c'est toute l'approche de soutien qu'on peut apporter aux clubs, voire aux fédérations. Et puis il y a toute la mise en place alors je sais que c'est une compétence qui appartient à la Fédération Wallonie-Bruxelles, le sport pour tous, mais de la manière dont on l'organise et qu'on le développe, je pense que la Fédération Wallonie-Bruxelles, on est complémentaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et pas justement, et donc l'un dans l'autre, avec encore une fois finalement énormément de rencontres intéressantes au niveau relations humaines, croyez-moi, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et voilà un peu, je ne sais pas si j'ai fait le tour, parce que si je dois être très très court, parce que si je dois vraiment exposer tout ce qui est mis en place, ça risque de prendre pas mal de temps. Après, je mentirais, pour moi qui ai toujours été plus qu'un homme de terrain, de temps en temps, il y a toute une procédure au niveau des institutions comme celle-là, au niveau administratifs, marchés publics et compagnie qui sont assez astreignants, mais bon, ça on le connaît, on connaît les règles du jeu et il faut faire avec. Voilà. Mais tu as gardé une bouffée d'oxygène avec les filles de Sprimont, si je m'amuse. Oui, donc là, j'entraîne encore un petit peu parce que bon, le basket m'a tellement donné, donc je garde quand même encore un peu de passion, mais le basket c'est vraiment général maintenant. Voilà, j'entraîne encore un peu, il y a une partie des cours des futurs entraîneurs, j'apporte un petit quelque chose là-bas. En jouant un rôle là aussi. Je suis arbitre de basketball, hein, si on lit partout qu'il y a énormément il y a un manque cruel d'arbitres, hein, et donc voilà, donc je me mets un peu au service là, j'ai passé les examens d'arbitre pour devenir arbitre, et j'arbitre de temps en temps des matchs de jeunes où je joue un rôle un peu plus pédagogique que peut-être certains autres arbitres, parce que je reste persuadé que l'arbitre, surtout chez les jeunes, doit d'abord participer à la formation du jeune et pas être l'agent de police qui siffle simplement la faute ou le marché sans rien expliquer. Donc voilà. Voilà. Autre question? Oui, Robert. C'est pas vraiment une question, c'est une constatation, peut-être un conseil s'il y a des jeunes dans la salle. Remarquez ici que la licence des cas publics avant et le master maintenant, c'est un gâteau. Mais il faut mettre une cerise sur le gâteau. Parce que tous les gens qu'on entend aujourd'hui, ils ont tous mis une cerise sur le gâteau. Et ça, c'est important. Je pense que c'est un conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de spécialiser dans une discipline pour se faire reconnaître. Alors, qui juge pour donner des conseils. Je pense qu'on est tous d'accord avec toi, Robert. C'est clair que ça ne va pas arriver tout seul et qu'il y a quand même quelque chose d'exceptionnel dans ces parcours, parce que ce sont des personnes exceptionnelles, mais vous l'êtes tous et toutes potentiellement. Je crois qu'on peut les applaudir et passer à la suite.